Le financement fédéral pour le tramway de Québec devrait être officialisé demain. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Bonsoir Mathieu. Allô? Québec et Ottawa qui serait prêt d'annoncer quelque chose d'important en matière d'infrastructure, notamment sur le transport collectif, Ottawa ajouterait 1 milliard pour le projet de tramway. C'est assez majeur comme annonce. Mathieu, c'est une grosse annonce qui se dessine demain du côté de Montréal. Oui, à Montréal, demain après-midi, les deux premiers ministres, donc Christine Fréchette et Mark Carney, devraient annoncer une entente sur la portion qui va être dévolue au Québec du fameux Fonds pour le transport en commun du Canada. Le Journal de Québec et Radio-Canada ont tous les deux obtenu cette information-là de source fédérale. Ça pourrait vouloir dire 5,5 milliards de plus sur 10 ans pour le Québec. Mais le journal ajoute un gros morceau de plus, en tout cas pour la région de Québec. L'entente prévoirait 1,1 milliard de dollars en fonds fédéraux supplémentaires pour le tramway de Québec. Ça viendrait porter le total fédéral à 2,7 milliards de dollars. 36 du coût estimé de 7,6 milliards du projet Tramcité actuellement. Très important, Nouveau Info n'a pas été capable de valider ça de façon indépendante, mais sur la présomption que tout ce que nos collègues rapportent est exact, on a demandé aujourd'hui au maire Marchand si tout ça le réjouissait. Il n'a pas voulu se couper l'annonce de demain, ni même nous dire s'il serait à Montréal. Mais regardez-là, il a l'air du chat qui a mangé à souris. Quand le lundi, la semaine commence bien, j'ai comme l'impression que ça va bien aller pour les restes de la semaine. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer, parce que tout le monde ici sait qu'il y a une entente entre Ottawa et Québec sur le... Bien, je le sais pas, moi. J'ai hâte d'entendre les premières ministres et le premier ministre du Canada nous annoncer ça. Là. Ça, je peux pas vous dire. Il faut qu'on évalue ça avec l'équipe, je sais pas. Okay, mais ça fait partie de votre sourire quand même. Bien, moi, mon sourire aujourd'hui, c'est qu'on a pour Saint-Roch une vision qui est composée de plein de stratégies. Et blablabla. J'ai demandé Jean-François Simard aussi avec un gros sourire. J'ai demandé au maire Marchand en aparté à côté, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Il m'a dit, regardez, il y a des choses comme un état de grâce en politique. C'est un état de grâce. On en aura plus demain. Certainement. Et d'ailleurs, il parlait de Saint-Roch, c'est parce qu'il y avait une annonce aujourd'hui. C'est l'Université du Québec qui veut s'attaquer au quartier Saint-Roch. S'attaquer, en tout cas, prendre d'attaque. Parce que l'annonce d'aujourd'hui, c'est qu'on voudrait ramener 1000 étudiants de plus dans le secteur Saint-Roch et en faire un véritable quartier universitaire. Sauf que concrètement, ce qu'on nous a annoncé aujourd'hui, c'est 600 000 $ pour embaucher un chargé de projet qui va, je cite, mettre en œuvre la démarche et évaluer les projets susceptibles de s'y inscrire. Ne retenez pas votre souffle. Mais ce qui est certain, c'est que le réseau de l'Université du Québec, les universités un peu partout là, dans les villes des régions, se frottent les mains à l'idée de venir manger le gâteau de l'Université Laval. Est-ce que c'est une menace, donc, pour l'Université Laval? Non, absolument pas. L'objectif, c'est de la faire en complémentarité et en harmonie. Je pense aux recteurs, entre autres, là, dont plusieurs, en fait, ils font tous partie de la démarche. Mais dès le lendemain, il y en a qui ont levé la main, ils m'ont dit « Alexandre, nous, il y a tel programme qu'on est prêt à délocaliser à Québec. » Mais évidemment, l'objectif ultime, c'est d'avoir plus d'étudiants, plus de programmes. Dès 1968, on a demandé à l'Université du Québec de s'établir à Québec. Et comme institution de la Révolution tranquille, on prend ça au sérieux, le rôle qu'on nous demande de jouer dans la région de la Capitale-Nationale. Alors, l'Université du Québec s'en vient. J'ai voulu savoir si l'Université Laval se sentait menacée. On n'a pas voulu me répondre, mais on m'a rappelé, quand l'UQTR est arrivé à Place Fleur-de-Lys, là, on n'a pas sauté de joie. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie. Bonne soirée. On se déplace au palais de justice. Il n'y aura pas de deuxième procès, du moins pour l'instant, dans le dossier de Carl Giroir. Caroline, le DPCP vient de déposer une requête en Cour suprême. Ben voilà, c'est le procureur aux poursuites criminelles et pénales qui conteste la décision qui a été rendue en mars dernier par la Cour d'appel qui a renversé le verdict de culpabilité rendu à l'endroit de Carl Giroir au terme du premier procès. Donc, tu le disais, il y a une requête qui a été déposée ce vendredi devant la Cour suprême dans l'espoir éventuellement de ramener le verdict de culpabilité. Il faut rappeler que Carl Giroir avait été déclaré coupable au terme du premier procès en 2022 d'avoir causé la mort de 2 personnes, d'en avoir blessé 5 autres lors d'une attaque au sabre survenu le soir de l'Halloween en 2020. Et donc, en mars dernier, la Cour d'appel a annulé le verdict de culpabilité. On a autorisé la tenue d'un nouveau procès également, en précisant que le juge avait omis certaines directives aux membres du jury, en ne précisant pas que l'accusé avait droit finalement au silence au moment de son interrogatoire. Un droit au silence qui peut être utilisé autant dans l'argumentaire de la poursuite que de la couronne. Et donc, il y a une date qui devait être fixée ce matin pour la tenue du deuxième procès. Mais en raison de la requête déposée ce matin, mais on va attendre finalement de savoir si justement la Cour suprême acceptera d'entendre cette requête-là. Et donc, on devrait avoir une décision plutôt à l'automne prochain.
On revient maintenant sur un autre dossier, celui du docteur Marc Lacroix. Souvenez-vous, il avait été sanctionné par le Conseil de discipline pour des propos qui avaient été tenus au début de la pandémie. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, Caroline? Bien, en fait, c'est une décision qui a été rendue par le tribunal des professions en mai dernier, le 7 mai dernier. Et le tribunal des professions a renversé une décision du conseil de discipline qui avait posé une certaine sanction à l'endroit de Marc Lacroix, justement pour des propos tenus publiquement lors d'une entrevue à la radio notamment et sur les réseaux sociaux. Il y avait eu également une suspension ou une radiation temporaire qui avait été imposée. Finalement, tout ça, ça tombe également aujourd'hui. Monsieur Lacroix qui avait accordé donc entrevue à la radio et ça avait fait beaucoup réagir. Il faut comprendre qu'au cœur de ce litige-là, c'est vraiment la liberté d'expression des professionnels de la santé, également le droit de la protection du public qui était au cœur. Et donc, voilà, aujourd'hui, le tribunal conclut qu'il y a une analyse contextuelle qui aurait dû être faite. On rappelle également que les propos avaient été tenus de bonne foi, mais surtout qu'à l'époque où ça s'est tenu en 2020, bien, autant la communauté scientifique que l'administration, finalement, le gouvernement, naviguaient assez en eau trouble en tout ce qui concerne la pandémie. Merci, Caroline. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Maintenant, un incendie spectaculaire a causé d'importants dommages à une maison de l'ancienne Lorette la nuit dernière. Ça a commencé à l'arrière de la résidence du 1375 route de l'aéroport et le brasier s'était déjà largement propagé quand les pompiers sont arrivés vers 2h40. Personne n'a perdu la vie, mais il y a un homme de 71 ans qui a dû être conduit à l'hôpital après avoir été évacué par les pompiers, tandis qu'un autre de 52 ans a été arrêté. Ils ont réussi là, à évacuer 2 personnes de la résidence et il y a une 3e personne là, qui a été évacuée. Cette personne-là était coincée là, au 2e étage. Elle a subi des blessures. Elle a été transportée dans un centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie à l'heure actuelle. Le commissaire aux incendies s'est rendu sur place et a transféré l'enquête au service de police. On a un homme de 52 ans qui se trouvait dans la résidence, qui a été arrêté pour incendie criminel ainsi que négligence criminelle. Après toutes les discussions de la semaine dernière sur le campement itinérant au parc Jean-Paul Lallier, Bruno Marchand avait été très clair sur un point. Il n'était pas question de tolérer ces campements et le SPVQ allait serrer la vis. Le tout s'est finalement concrétisé, comme vous le voyez sur ces images. Ce matin, les policiers ont procédé au démantèlement de ce campement. L'industrie du jeu vidéo, elle est florissante au Québec. Et ici, à Québec, on n'est pas en reste. Après le succès monstre du jeu Sea of Stars en 2023, il y a un autre studio de jeux indépendant de la région qui s'apprête à sortir son premier jeu. Et l'engouement se fait déjà sentir. Félix-Antoine est allé rencontrer les fondateurs du studio Hatchery Games. On est dans les studios de Hatchery Games, un studio de jeux vidéo indépendant de Québec qui, près de 7 ans après sa création, est sur le point de sortir son premier jeu, Voidling Bound. On est venu rencontrer les cofondateurs du jeu pour leur parler de leur bébé. En soi, c'est un jeu de tir à la 3e personne où on vient mixer des mécaniques de jeu de capture de monstres. C'est que tu es appelé à aller explorer des planètes avec des créatures extraterrestres où tu vas plonger dans leur esprit pour en prendre contrôle. On aime bien dire aussi qu'on réinvente un peu la formule. L'aspect qui nous distingue de tous les jeux de capture de monstres un peu plus classiques, c'est qu'on va plonger dans l'esprit de la créature un peu, on va prendre contrôle de la créature, on devient la créature dans l'action. C'est quoi l'inspiration de Hatchery Games pour ce jeu-là? On avait tous travaillé ensemble sur les Skylanders de ce monde, mais on avait aussi tout un peu un amour pour la nature, puis les animaux. Et puis je pense que c'est ce qui a influencé de base la première décision qu'on a eue de se dire « Hey, on veut-tu faire un jeu où est-ce que c'est plus des créatures, des monstres, puis on veut-tu parler plus de les évolutions, l'aspect plus naturel des choses, plus la biologie. » Donc, on trouvait qu'il y avait une belle genre de synergie à aller faire avec ça. Puis, on était tous aussi des fans, oui, de Pokémon. Ce que tu as entre les mains, là, c'est un jeu complet, sur le point de sortir. Comment on se sent? C'est un peu un bébé qu'on a entre les mains, là? Je pense que le comparatif est très bon. C'est intimidant, on est excité que ça sorte, on a hâte de passer à la prochaine étape, on a hâte de voir si la réception elle va être bonne, mais oui, c'est très éprouvant, puis on est très excité à la sortie du jeu. On est à la fois extrêmement excités pour ce moment-là et à la fois apeurés. C'est notre premier jeu qu'on sort. Je pense que c'est un moment un peu cathartique sur un développement de 7 ans pratiquement. À l'heure actuelle, on est rendu à 313 000 wishlist. Ça monte vraiment bien à l'heure actuelle. C'est sûr que plus on approche de la sortie, plus les gens vont le wishlister. Wishlister, c'est une intention d'achat. C'est des gens qui se disent « Hey, ce projet-là, il a de l'air cool. J'aimerais ça en entendre parler quand il va sortir, puis potentiellement l'acheter. » Mais à 300 000, on se classe en ce moment dans le top 150 des jeux sur Steam, sur une plateforme qui en a des milliers et des milliers.
On veut toujours se mettre dans le scénario où on se dit que ça va fonctionner, que ça va fonctionner, que ça va vraiment bien marcher, mais il faut rester réaliste dans l'approche, puis on se set des attentes. Puis je mentirais de dire que ce chiffre-là, à notre sortie, c'est au-dessus de toutes nos attentes, donc on est très, très excités. Puis ouais, on espère que la réception va être bonne, puis jusqu'à date, la réception du public est excellente. Le jeu Voidling Bound sera donc disponible dès le 9 juin sur la plateforme Steam pour ordinateur. Et là, moi, je vous laisse parce que j'ai beaucoup de gros travail à faire pour le reste de ma journée. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. La police de Lévis enquête sur d'importants dommages commis la semaine dernière sur un bâtiment municipal. Selon un témoin qui a alerté les policiers, il y a une centaine de jeunes qui étaient réunis le 23 mai au parc de la Rivière dans le secteur Charny avant qu'ils décident d'entrer dans le bâtiment de l'OTJ pour le saccager. Les vitres ont notamment été cassées, des portes défoncées. Les adolescents avaient toutefois déguerpi avant l'arrivée des policiers. Le conseiller de l'endroit, Daniel Saint-Don, a dénoncé sur les réseaux sociaux un geste qui fait mal à toute la communauté. La manifestation suprémaciste blanche qui a eu lieu samedi à Shawinigan continue de faire parler partout au Québec. Mais qui se cache réellement derrière cet événement troublant? Voici le reportage de Samuel Bidot. La manifestation suprémaciste blanche qui a eu lieu samedi à Shawinigan continue de faire parler partout à travers la province. De nombreux politiques, dont Christine Fréchette, ont d'ailleurs condamné l'événement sur les réseaux sociaux. La municipalité de Shawinigan a également pris position lundi matin pour dénoncer ce que le maire qualifie de raciste et inacceptable. Bien que le groupe ne l'ait pas revendiqué sur ses réseaux sociaux, tout porte à croire que la manifestation a été organisée par les Second Sons Canada, un groupe d'extrême droite dont le modus operandi est très proche de celui des manifestants de Shawinigan. On retrouve les cagoules blanches, l'uniforme noir, ainsi que ce qui pourrait être le drapeau avec le symbole de l'organisation. Donc c'est un groupe, un réseau en fait militant, accélérationniste, suprémaciste blanc, qui est bien implanté au Canada. En fait, là, on compte environ une quinzaine de chapitres qui sont distribués à travers le pays. Et cette manifestation, elle pourrait être plus importante qu'on ne le pense. Historiquement, les mouvements d'extrême droite du Canada anglais étaient plutôt rattachés au mouvement des États-Unis, tandis que du côté du Québec, on s'associait plutôt à l'extrême droite européenne et surtout la France. Mais depuis 2024, la situation est en train d'évoluer. Par la force des choses, disons que le nationalisme québécois avait tendance à s'exprimer un peu en opposition au Canada anglais. Et donc, les liens de l'extrême droite québécoise étaient beaucoup plus tournés vers l'Europe. Il n'y avait pas beaucoup de liens qu'on observait, ou enfin de liens concrets, organiques avec le Canada anglais. Mais là, ce qu'on voit avec un événement comme ce week-end là, à Shawinigan, c'est le Canada anglais qui tend une perche, d'une certaine façon, aux Québécois, au réseau québécois. Mais si elle est jugée immorale par nos politiciens et la population, cette manifestation est-elle illégale? Si la liberté d'expression est garantie par nos droits fondamentaux, elle ne s'applique pas en revanche pour les discours violents. La jurisprudence considère criminels les discours d'incitation à la haine envers des groupes identifiables, une description qui pourrait s'apparenter au slogan « Je me souviens d'un Québec blanc » arboré par les manifestants. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de groupe ciblé, c'est-à-dire d'ennemis ciblés, entre guillemets, mais le fait de dire les Blancs sont menacés, etc., il faut protéger les Blancs, mais ça fait en sorte que tout ce qui est non-blanc dans la société, toutes les personnes non-blanches, seraient susceptibles finalement d'être objet de haine. Mais s'il y a effectivement un flou quant à la légalité de cette banderole, il n'y en a pas sur sa véracité historique. Effectivement, de nombreux experts québécois sont sortis publiquement dans les derniers jours afin de dénoncer cette vision d'un Québec blanc. Ce n'est pas une réalité parce qu'il n'y a jamais eu de Québec blanc dans l'histoire québécoise. Pour ces groupes-là, évidemment, on insiste beaucoup sur l'idéal de pureté, mais cet idéal de pureté relève essentiellement d'un fantasme puis d'une réaction forte contre le monde tel qu'il est actuellement. Le ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeete, a confirmé qu'une enquête de la Sûreté du Québec était en cours. En Mauricie, Samuel Bidot pour Nouveau Info. Monster Spectacular va être de retour au Centre Vidéotron l'an prochain, le 29 mai 2027. Les billets vont être offerts en pré-vente aux abonnés de l'infolette de Gestev à partir de jeudi et à partir de vendredi pour le grand public. L'événement affiche complet à Québec depuis 2022. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou encore si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.bu@nouveau.info et à aller faire un tour sur notre site web nouveau.info.